Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je vais juste attendre quelques secondes que les gens s'installent, que les gens entrent dans la session. Donc, quelques secondes là, pour laisser le temps aux gens d'entrer, puis on va commencer. Je vois que les chiffres se stabilisent, alors je vais commencer. Alors bonjour à tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur la formation en ligne d'introduction à l'éthique en santé publique développé par le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé ou le CCNPPS. Je m'appelle Marianne, je suis conseillère scientifique au CCNPPS, puis je vais aider aujourd'hui avec l'animation du webinaire. Alors Mylène, tu peux changer de diapo? Je vais commencer aujourd'hui et prendre le temps de dire que le CCNPPS est situé à Montréal, sur un territoire autochtone millénaire, un lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et le lieu de la signature du traité de la Grande Paix. Donc, je veux remercier, et notre centre veut remercier la nation Mohawk pour son hospitalité sur ce territoire non cédé. Hélène? Donc, quelques informations techniques. On a Mylène Maguire du CCNPPS qui est ici pour nous offrir un soutien technique. Donc, si vous avez des enjeux de cette nature-là, je vous invite à utiliser la boîte de chat qui est en bas de votre écran pour le signifier, puis Mylène pourra vous aider. Je vous invite également à utiliser la boîte de chat pour échanger avec les participants. Donc, si vous avez des informations, des commentaires sur la présentation, des ressources à partager, ce type d'informations-là, je vous encourage à utiliser le chat pour ça. Puis pour être sûr que vos commentaires soient bien vus par l'ensemble des participants, prenez bien soin de sélectionner, envoyer à tous les panélistes et participants. Sinon, ce sera juste les panélistes qui pourront voir vos commentaires. Donc, bien important. Maintenant, je vous demanderai d'utiliser la fonction Q&A, également en bas de votre écran, pour poser des questions aux présentateurs, donc que ce soit des questions par rapport aux présentations qui vont être faites ou plus largement sur l'éthique en santé publique. C'est vraiment la fonctionnalité Q&A à utiliser. Donc, c'est plus facile pour nous de gérer le flot des questions de cette façon-là. Je veux vous dire aussi que le webinaire va être enregistré, incluant le contenu du chat et du Q&A. Alors, je vous demanderai de garder ça en tête quand vous allez entrer vos commentaires parce que ça va être enregistré. Donc, l'enregistrement du webinaire et les PowerPoint vont être rendus disponibles sur nos sites Internet après le webinaire et on vous fera parvenir un formulaire d'évaluation par courriel aussi. Mylène? Donc, le webinaire d'aujourd'hui est conjointement organisé par le CCNPPS et le Centre de collaboration nationale sur les méthodes et outils. On est 2 des 6 centres de collaboration nationale en santé publique qui sont financés par l'Agence de la santé publique du Canada. Les 6 centres ont un mandat conjoint pour soutenir, les 6 centres ont le même mandat de synthétiser et partager les connaissances, de faciliter le réseautage entre les acteurs de santé publique des différents territoires et des différentes provinces à travers le Canada, et aussi de repérer les lacunes dans la recherche. Chacun des CCN se spécialise dans un enjeu spécifique de santé publique. Puis chacun des centres est réparti à travers le Canada, puis hébergé dans une organisation autre spécifique. Le CCNPPS, lui, est hébergé à l'Institut national de santé publique du Québec à Montréal et le CCNMO, le Centre pour les méthodes et outils, est hébergé à l'Université McMaster à Hamilton, en Ontario. Mylène? Donc, au programme aujourd'hui, on va commencer par une présentation du processus de développement de notre formation sur l'éthique en santé publique pour ensuite offrir un aperçu général de son contenu. Ensuite, on va passer la parole à une invitée, une présentatrice invitée qui a suivi notre formation en ligne et qui va venir nous parler de son expérience et aussi de certains des enjeux éthiques auxquels elle est confrontée dans sa pratique de santé publique.
Ces 2 présentations-là vont être suivies par une période de questions et de discussion. Et je vous encourage vraiment à poser vos questions puis à interagir dans le Q&A et dans la boîte de chat là, pour rendre le tout interactif et enrichir les échanges. Et ensuite, on va clore le webinaire. Hélène? Donc, juste avant de sauter dans le vif du sujet, on a 2 petites questions pour vous, juste pour savoir le niveau de connaissance dans la salle. Donc, Hélène, si tu pouvais mettre le sondage à l'écran, je vous demanderais de répondre à ces 2 questions-là. Donc, quel est votre niveau de connaissance de l'éthique en santé publique? Vous pouvez faire un des 3 choix qui se présentent à l'écran en cliquant sur votre choix. Et la deuxième question, votre niveau de connaissance vient de où? Est-ce que ça vient des connaissances formelles, par exemple, faire de la recherche ou dans vos lectures, ou est-ce que ça fait partie, vos connaissances viennent d'expériences pratiques? Donc, avez-vous déjà travaillé sur certains enjeux de santé publique à l'aide de cadres, à l'aide d'outils éthiques ou des 2? Donc, je vous laisse quelques instants pour entrer vos réponses. Puis on va regarder les résultats dans quelques moments. Mylène, je t'inviterai à fermer les sondages quand tu verras que les réponses... Alors, on voit que le niveau de connaissance varie principalement entre bas et intermédiaire. Et puis que le niveau de familiarité vient principalement des connaissances formelles, donc des lectures, de la recherche, etc. C'est super intéressant. J'invite les gens, en fait, qui ont un petit peu plus de connaissances à les partager, en fait, à travers l'outil de chat. À ceux qui ont moins de connaissances, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour ça, à soulever les enjeux aussi. Puis aussi, si vous n'avez pas suivi la formation, je vous invite à vous inscrire. C'est une formation qui est gratuite, puis qui est vraiment une bonne base d'introduction aux concepts clés là, en éthique de la santé publique. Mylène? Donc, nos 2 présentateurs pour aujourd'hui. Premier présentateur, c'est Michael Keeling, qui est conseiller scientifique au CCNPPS. Mike travaille sur l'éthique en santé publique et sur les changements climatiques. Et c'est Mike, l'auteur de la formation en ligne. Donc, si vous avez des questions, il va être là pour vous répondre. Et notre présentatrice invitée, Cyndiane Bouchala, qui est infirmière clinicienne au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, qui va venir nous donner ses impressions, en fait, de la formation, de son expérience à suivre la formation et, comme je le disais, partager certains enjeux. Donc, Mike, je te passe la parole, puis je vous souhaite à tous un beau webinaire. Salut. Ça va? OK. Est-ce que le son est correct? Si ça ne marche pas, s'il vous plaît, juste faire un message dans le chat. Je pense que c'est correct. Premièrement, merci à tout le monde d'avoir pris le temps pour nous joindre aujourd'hui. C'est un plaisir de vous visiter, soit en ligne, malheureusement, mais un de ces jours, peut-être on va faire des conférences en personne encore. OK. Première slide. Merci. J'aimerais simplement commencer avec un extrait d'un article qui a été publié en mai 2020, juste au début de la première vague de COVID. Et j'aimerais juste lire un petit extrait, juste pour stimuler nos pensées un peu. Lorsque je lis, veuillez penser aux enjeux éthiques qu'on peut trouver dans cette petite histoire, OK? Le patient A est une femme afro-américaine de 55 ans, positive au COVID et avec les antécédents de diabète non contrôlé. Le patient B est un homme blanc de 60 ans, COVID positif et sans comorbidité. Les 2 ont besoin du seul ventilateur disponible. L'équipe de triage examine uniquement les faits médicaux et établit un score en conséquence. Le patient B obtient un meilleur score et reçoit le ventilateur. L'examen révèle que 5 des 6 dernières décisions en matière de ventilation sont allées à des patients blancs plutôt
qu'à des patients afro-américains. Inégalité constatée. Ceci est une traduction d'un article qui est effectivement une histoire dans le contexte aux États-Unis, mais c'est intéressant quand même. Ce que je voulais dire maintenant, j'aimerais vous demander de simplement réfléchir pour 1 minute, disons, 1-2 minutes. Donc, on aura un silence un peu inconfortable, mais j'aimerais juste réfléchir sur les faits ici, sur ce cas. Et lorsque vous réfléchissez, pensez aux enjeux éthiques que vous trouvez importants dans le cas. OK? Donc, juste pour 1 minute. Allez-y. Ça sonne vraiment comme l'entendre dans le contexte d'un webinaire, bien sûr. OK. Et maintenant, ce que je voulais dire, veuillez utiliser le chat pour indiquer à tout le monde, pas juste les panélistes, mais tous participants, ce que vous trouvez, les enjeux éthiques qu'on peut identifier ici qui sont importants. Allez-y. On vous donnerait 1-2 minutes pour réfléchir, pour faire vos commentaires dans le chat. OK. On a un commentaire: diabète non contrôlé, droit aux soins et services. Par qui a été créé le score? Racisme, ça bouge. Racisme, responsabilité face à sa santé, agisme, sexisme. Tension entre la valeur de réduction des inégalités sociales liées à la race et au genre dans la société en général versus la valeur associée aux probabilités de réduire le taux de mortalité. Toutes catégories sociales confondues. Équité, santé pour tous, justice, liberté de choix. Un choix qui a été fait, patient A aurait pour moi le ventilateur, ses chances de s'en sortir sans minimum 600. Ah, bonjour Hélène. Qui a fait l'algorithme décisionnel? Qui décide? On ne tient pas compte des inégalités de santé diabète. Il y a un blâme de la victime. Ah, bonjour Roxane. Les inégalités de santé désavantagent les groupes déjà vulnérables lorsqu'on prend en compte les comorbidités comme critères. Les critères cliniques inhérents au protocole semblent discriminatoires en soi? Question. L'ethnicité pourrait être un facteur de discrimination. Toutefois, l'équipe médicale se fie uniquement sur les faits médicaux.
Donc, il ne devrait pas avoir un impact de l'ethnicité. Encore les critères de score de triage. OK, ils devraient être préétablis. Est-ce que l'équipe d'établir au moment que les maladies sont là, que les malades sont là? Utilité sociale me semble être en visiter. Après le décès respectif, quel et combien de personnes seront impactées? C'est une suggestion pour notre critère décisionnel. Inégalité sociale, racisme versus critères médicaux. Plusieurs personnes ont déjà indiqué quelque chose de ce genre-là, inégalité sociale et le racisme. Dans le contexte aux États-Unis, et c'est différent ici, mais c'est certainement en parallèle de certaines façons, les comorbidités liées avec le COVID viennent parfois ou souvent des inégalités sociales et c'est proportionnellement plus des Africains-Américains qui souffrent des maladies de santé qui ont des causes sociales. Donc, dans ce cas-ci, je vois qu'une mention uniquement des faits médicaux, mais ça ne prend pas en compte le fait qu'il y avait déjà une espèce de triage qui ont rendu les populations africaines-américaines plus susceptibles à COVID, plus susceptibles aux effets de COVID et moins de chances de survécu ça. Donc, peut-être c'est préétabli une augmentation des inégalités. Il y a un autre facteur ici, c'est que les gens dans les positions sociales plus précaires auront plus de probabilité d'attraper le COVID aussi à cause du travail ou d'autres facteurs, les situations de logement, etc. Donc, bien identifier ces choses-là par le groupe. Est-ce qu'il y a une relation entre rate de mortalité et le diabète? Approuve relation entre la rate de mortalité et sexe. Autre questionnement sur les critères de score, oui. Et c'est un bon point. Qui a fait les critères? Comment c'était établi? Et particulièrement, quand est-ce que c'était établi? Parce qu'il y a plusieurs enjeux éthiques en matière de quels critères est-ce qu'on a choisi. Il n'y a pas une réponse 100% bonne, mais c'est quelque chose qu'il faut débattre. Il faut décider, il faut balancer les différentes valeurs. Et si c'est fait sur le pouce, on aura plus de chances de faire des erreurs, de ne pas bien penser comment notre société veut-on traiter ce problème-là. J'aimerais souligner deux autres questions qu'on peut lever dans un tel cas. Un, c'est que on peut toujours questionner, OK, le cas ici, c'était une citation, mais c'était présenté comme, OK, voici les faits. Mais nous avons toujours le droit et peut-être l'obligation de questionner les faits même. Peut-être qu'il n'y a rien qu'on puisse faire dans un tel cas. On est là. Il faut faire le choix. Et si les critères sont mis pour nous, OK. Mais en même temps, on peut questionner, mais pourquoi est-ce que c'est arrivé comme ça? Dans le printemps, on avait plusieurs discours dans les médias, etc., sur aplatir la courbe pour qu'on n'arrive pas dans une telle situation. Donc, on peut questionner et chercher les façons pour éviter une telle situation aussi. C'est trop tard dans ce cas-ci, mais il faut toujours lever ça comme un enjeu. Une autre question, c'est, on parle des États-Unis ici, un des pays les plus riches au monde, et il y a des dizaines de milliers de ventilateurs, il y a des équipements, des personnels, un pays riche. Comment est-ce qu'on pensait
on peut lever au moins la question, OK, s'il y a des ressources comme ça aux États-Unis, qu'est-ce qui existe comme des ressources dans les pays moins riches ou les pays pauvres? Et est-ce que c'est une situation qu'il faut questionner? C'est toujours un autre niveau de questionnement, mais rien ne nous empêche de lever ça comme un autre enjeu. Merci pour ça. C'était juste pour commencer nos réflexions. Merci pour les commentaires. C'est bien perceptif. Merci. OK, on continue. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. J'espère que peu importe le cas, peu importe la situation, on comprend bien que les choix qu'on fait dans une situation professionnelle, il y a toujours des enjeux éthiques à l'intérieur d'une telle situation, étant donné que le bien-être des personnes autres que nous soit impliqué et nos décisions peuvent affecter le bien-être. Donc, j'espère que la question de pourquoi l'éthique en santé publique, c'est important. J'espère que c'est accepté par tout le monde. Ce que je voulais discuter ici, c'est une façon de cadrer l'éthique en santé publique comme quelque chose qu'on peut porter dans une situation de prise de décision. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à cadrer, motiver, influencer, éclairer, justifier nos réponses aux choses qu'on juge et un problème qui a besoin de notre attention. Voici une liste de quelques éléments qui peuvent affecter nos décisions, qui peuvent influencer nos décisions. On parle souvent de, OK, il faut que les décisions soient informées par les données probantes. Oui. Et on essaie d'assurer que les données probantes soient prises pour sont utilisées pour la décision. En même temps, on peut discuter l'idée de, OK, est-ce qu'on peut ajouter l'idée de mettre l'éthique en valeur lorsqu'on fait la prise de décision, comme l'éthique pour informer nos décisions aussi, parce que c'est une autre dimension sur une prise de décision. Et si on travaille systématiquement pour essayer de regarder les enjeux éthiques liés avec les décisions, on peut peut-être faire mieux en mettant l'éthique dans nos processus décisionnels. Plusieurs autres facteurs qui influencent les décisions, et cette liste-là, c'est pas exhaustif, mais c'est intéressant quand même parce que dans une organisation, on a des mandats et les choses qu'on est supposé de ne pas faire. On a toujours des questions de faisabilité ou de coût-efficacité. On a des analyses des choses qui sont jugées un problème ou pas, comme le cadrage de problème, ça affecte la façon dont on approche. Il y a des biais et des angles morts. Parfois, on ne fait rien parce qu'on voit pas les enjeux, etc. Juste pour dire que la raison qu'on trouve super important l'éthique en santé publique au CCNPPS, c'est parce que c'est une dimension qu'on peut être mise en valeur dans les politiques, dans les programmes, dans la prise de décision plus généralement. Donc, c'est une des raisons pour notre attention à l'éthique. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, on a développé un cours en ligne et c'était long dans son développement. Au moins 5 ans, on a commencé de penser de faire le cours environ 2015-16. Et juste par chance, c'était un accident, mais un accident heureux. Un jour, on a visité une collègue on n'avait pas une relation, mais on a visité effectivement avec un appel et on a fait une rencontre. Et ça nous menait à un partenariat qui durait 2-3 ans. Et c'était avec une équipe de recherche à l'Université de Montréal en bioéthique. Et j'ai noté
lorsque les gens arrivaient pour le webinaire, que 2 de nos collègues de ce groupe-là sont ici en ligne. Bonjour Jean-Christophe et Louise, c'est un plaisir de vous voir là. Ils ont été en train de faire un scan de la littérature à travers le monde sur l'apprentissage et teaching and learning, effectivement, dans les écoles de santé publique, dans la littérature à travers le monde. Et nous avons joint à eux pour continuer ce programme de recherche-là. Et ça nous menait vers... on a fait ensemble, en partenariat, 2 sondages pan-canadiens. Un auprès les écoles de santé publique au Canada, un auprès les praticiens professionnels, médecins en santé publique. On avait une 450 de répondants pour les 2 sondages. Et les résultats de ces sondages, ça a alimenté les réflexions au système PPS sur nos prochaines tâches à faire, quel genre de ressources ou d'outils seront valorisés par les praticiens et des écoles. Donc, ça nous donnait un peu de force pour continuer avec un cours en ligne. 2018-20, une autre rencontre par hasard avec un professeur de l'Université de Waterloo. Ça nous menait à un partenariat avec eux qui continue maintenant avec le programme de maîtrise en santé publique à l'école de santé publique à Waterloo et le centre d'apprentissage. C'est numérique, disons. On a développé une version initiale du cours en ligne qu'il utilise dans le cadre de la maîtrise en santé publique programme. Puis, on a fait des tests avec différentes années, 2018 au 20, avec les différents groupes de maîtrise en santé publique la première semaine de l'école à Waterloo. Donc, c'était bon pour faire des tests sur le matériel et pour développer une première version du cours. 2018-19, on a validé les contenus du cours avec 11-12 médecins en santé publique, experts en santé publique, praticiens, experts en éthique en santé publique, juste pour valider les contenus et d'intégrer leur rétroaction. Et c'était intéressant parce que certaines rétroactions nous montraient que, il y a une lacune là. Et on a développé ces partenariats pour demander aux gens s'ils seront disponibles pour faire des entrevues vidéo. Et on a développé 19 courtes capsules vidéo qui ont ajouté au contenu et donné une perspective différente et fermé certaines lacunes dans les contenus. C'était un process intéressant et je suis très content qu'on a décidé de le faire. 2019, on a développé un partenariat avec Public Health Training for Equitable Systems Change. C'est une organisation au sein de Dalla School of Public Health à l'Université de Toronto. Ils ont fait leur propre sondage auprès des directions de santé publique en Ontario. Ils ont identifié les besoins de formation avec ces directions et éthique était souligné par plusieurs. Donc, on a développé le cours en ligne avec eux en tête aussi. On a testé le matériel avec 3 différentes directions de santé publique en Ontario, juste pour checker avec les professionnels aussi, juste pour voir, OK, est-ce que ça marche pour vous? OK. Aussi, ce même programme a nous aidé avec le financement du cours en ligne final. Et j'ai mentionné les vidéos qu'on a fait avec les directeurs, directrices de santé publique et les experts. Ces capsules vidéo sont intégrées dans les contenus du cours. Et c'était publié en octobre 2020. Donc, c'est en ligne, c'est terminé.
on ne va pas faire des changements dans le cours pour un petit bout de temps. Peut-être on va faire une mise à jour dans 1-2 ans. Tout ça, c'était fait avant le COVID, effectivement. Mais je pense que c'est toujours pertinent ces jours-ci. Et très content qu'on a eu environ 2000 gens qui sont inscrits pour faire le cours jusqu'au maintenant. Prochaine diapo. Ah oui. Brièvement, les objectifs d'apprentissage. Notre but, c'était que le cours aide les gens à faire 5 choses en particulier. Un, c'était voir et comprendre qu'est-ce que l'éthique en santé publique. 2, c'était appliquer les concepts, valeurs, principes et cas de référence en pratique. 3, identifier les enjeux éthiques, comme on a fait juste il y a 5 minutes. 4, délibérer pour assurer que les considérations éthiques informent la prise de décision. Et dernièrement, aider les gens à trouver les autres ressources, parce qu'une cours en ligne, bon, mais il y a plusieurs ressources disponibles et de faire le pont pour trouver ces ressources, c'est toujours important. Prochaine diapo. OK. On juge que ça prend environ 5 heures pour faire le cours et c'est organisé dans 6 modules. Dans le premier module, on présente un cas, comme on a fait au départ ici aujourd'hui. On parle de la différence entre l'éthique descriptive versus l'éthique normative. Et on identifie l'éthique en santé publique comme une processus normatif où on dit ce qu'il faut faire et pas juste ce que les gens font. Et on met en lumière l'importance de l'éthique. Deuxième module, on parle de c'est quoi les principaux éléments qui définissent l'éthique en santé publique, une espèce d'une définition très, très ouverte, pas comme super précisée, mais juste quelques éléments clés qu'on trouve dans l'éthique en santé publique. Puis, on compare ça aux concepts clés pour l'éthique médicale ou bioéthique. Donc, on situe les différents champs vis-à-vis l'un et l'autre. Troisième module, on commence là avec les facteurs qui influencent la prise de décision, dont on a parlé il y a juste un moment. On commence avec ça, mais on utilise ça pour lancer une discussion sur une espèce de cartographie du champ de l'éthique en santé publique tout ensemble. On regarde les différentes façons qu'on peut penser de l'éthique en santé publique parce qu'il y a si on fait une conversation avec quelqu'un et on parle de l'éthique en santé publique, c'est bien possible que l'autre a quelque chose de très différent en tête de ce qu'on pense on parle. Donc, on fait une espèce de survol sur les différentes façons d'interpréter, de comprendre, de parler de l'éthique en santé publique, juste pour que les gens peuvent reconnaître les différentes façons, les différentes façons de comprendre le sujet. Prochaine diapo, s'il vous plaît. En module 5, on parle de valeurs et de principes en éthique en santé publique. On parle de rôle que les valeurs et principes prennent dans l'éthique et on a identifié une 28aine de valeurs et de principes qui sont jugés importants pour l'éthique en santé publique et on donne les définitions assez courtes, limitées, mais juste pour donner une idée, juste pour lancer les gens dans la compréhension. OK. Par exemple, on parle de réciprocité comme une valeur importante. On donne une définition courte et d'autres ressources qu'on peut poursuivre pour réfléchir plutôt en profondeur.
Module 5, on parle de cadre de référence. C'est relativement important de reconnaître la façon dont les cadres de référence peuvent aider en pratique. On a favorisé les cadres de référence un peu parce que, ils sont souvent utilisés en santé publique et ils sont nombreux, dans la littérature. Ils sont très pratiques et une chose dans le module 5 aussi, quelque chose qu'on a fait, c'était, on a fait une espèce d'une taxonomie de différentes caractéristiques qu'on trouve dans les cadres de référence. On a fait une espèce d'identification de types de similarités, différences dans les cadres. L'idée étant que, étant donné qu'il y a une trentaine, une quarantaine de bons cadres de référence, il faut qu'on fasse un choix éclairé sur lequel on utilise pour une tâche particulière. Certains sont bons pour une chose, mais pas si bons pour une autre chose. Donc, si on a une taxonomie de différentes caractéristiques, ça peut aider un praticien de faire un choix sur quel cadre serait utile. Et dans module 6, le dernier, c'est où on essaie de mettre en pratique les apprentissages en travaillant sur plusieurs études de cas. Donc, c'est vraiment pratique et c'est pas mal le focus du cours, de mettre tout ce qu'on a appris au travail sur les études de cas. Et c'est ça, effectivement, c'est le contenu en fait. N'hésitez pas à poser des questions si on cherche quelque chose de plus clair sur les contenus. On peut parler à ça lors de période de questions. Mais ça fait un survol de contenu. Prochaine diapo. Et bon, juste pour que le matériel soit pas plate, effectivement, je veux dire qu'il y a plusieurs exercices pratiques, incluant le travail sur les études de cas, mais aussi juste les différents formats de présenter le matériel, comme je mentionnais les vidéos. Et les vidéos en particulier, ça donne une différente perspective et, ouais, et ça change le rythme d'apprentissage aussi. Donc, c'est varié dans les contenus. Et sur ça, j'aimerais introduire Cyndiane Bouchala. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci Cyndiane de nous joindre aujourd'hui. J'apprécie vraiment que vous avez pris le temps de votre travail de nous joindre. C'est fort apprécié. Cyndiane Bouchala, infirmière clinicienne de SUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Elle a fait le cours en ligne et elle a fait de nous visiter aujourd'hui, de parler de son expérience en faisant le cours, puis de parler un peu, possiblement, sur les enjeux éthiques qu'elle trouve dans son travail professionnel. Donc, à vous, Cyndiane, allez-y. Merci, Michael, pour cette invitation. Bonjour à tous. Comme j'ai suivi la formation en ligne Introduction à l'éthique en santé publique, tel que Michael disait, je suis aujourd'hui avec vous pour parler de mon expérience et des enjeux éthiques rencontrés dans ma pratique. D'abord, je veux féliciter l'équipe qui a mené à participer à la réalisation de la formation en ligne et je souligne l'effort que toutes ces années avaient pris pour mettre en œuvre cette formation-là. Personnellement, cette formation m'avait aidé à comprendre davantage les décisions à prendre en santé publique dans un contexte particulier de pandémie que nous vivons en ce moment-là, ce qui m'avait poussé à prendre cette formation-là en fait. C'est vrai qu'il n'est pas facile de prendre des décisions en situation de crise en santé publique
car il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions à mon avis. C'est juste un compromis pour le bien-être collectif. Donc, l'éthique en santé publique, d'après ma compréhension de ce cours, elle repose sur des prises de décision suite à des discussions entre experts. Et ces discussions-là sont guidées par des cadres de référence, des codes déontologiques, des théories et des principes qui sont vraiment détaillés dans le contenu du cours, tel que Michael avait dit plus tôt. Cette formation-là m'avait aidé à avoir un nouveau regard et à mieux visualiser les enjeux éthiques dans ma pratique professionnelle. Suite au suivi de ce cours, je suis capable de différencier l'éthique en santé publique de l'éthique médicale auquel nous sommes confondus continuellement. En santé publique, l'éthique, c'est plutôt une décision qui ne peut ne pas être bénéfique ou en faveur de toute la population. Par exemple, citons l'exemple par exemple du confinement actuellement, qui peut ne pas être bénéfique pour toute la population, mais on sait qu'il est bien pour le bien-être commun. Par contre, l'éthique médicale, elle se concentre sur les avantages et les inconvénients autour d'un individu en particulier. On parle là ici de respecter son autonomie, de ses droits, de ses prises de décision à lui. Donc, aussi, dans la formation, il y avait des reportages qui sont faits par des professeurs dont j'ai pris en note leur nom. Je vais dire Madame Bernie Polly, Madame Jennifer Layson, Dr. Richard Massé et Dr. Marcy Anderson. Les reportages qui sont faits avec eux m'ont beaucoup inspiré et m'ont aidé à regarder les enjeux éthiques en santé publique et à animer ma réflexion. Aussi, j'ai bien aimé les témoignages d'experts en santé publique et les études du cas qui sont bien détaillées dans le module 6. Ça donne des exemples concrets en enjeux éthiques pour mieux concrétiser le contenu. Aussi, dans cette formation, on voit beaucoup de documents complémentaires si on veut les consulter et apprendre plus sur un sujet en particulier. Ils sont à notre disposition. Bon, parlons de ma pratique. Moi, je travaille en santé communautaire, en particulier en ambulatoire, et je suis exposée continuellement à divers enjeux éthiques que je viens de réaliser après avoir suivi la formation parce que je comprends mieux la nuance d'éthique en santé publique. Donc, je vais parler du concept équité en santé. L'équité en santé est un des éléments fondamentaux qui préoccupent la santé publique et aussi c'est un objectif principal de la santé publique. Quand on parle d'équité en santé, on parle de réduire les inégalités, d'augmenter l'accès complet et équitable aux services et aux conditions de santé, et cela en faveur de tous les Canadiens. Dans mon discours, je fais référence au site fédéral de Santé Canada qui évoque l'inégalité en santé qui est étroitement liée aux déterminants sociaux de la santé. Par exemple, les Canadiens qui demeurent dans les régions éloignées ou, à titre d'exemple ici dans le Grand Nord, n'ont pas les mêmes accès aux services de la santé dans les prises en charge des situations de santé qui sont plus ou moins récurrentes des soins complexes. Donc, il se trouve que ces Canadiens-là sont obligés à se déplacer dans une région métropolitaine pour recevoir les soins requis. Donc, certains membres de la communauté autochtone, par exemple, ils m'ont témoigné dans ma pratique qu'ils n'aiment pas être déplacés dans une autre communauté pour avoir les soins. Dans un autre exemple, la scolarité, le soutien social peuvent réduire l'accès aux soins et aux services. Dans un contexte actuel de pandémie, les prises des rendez-vous en service de santé, on voit qu'ils sont plus rapides par Internet en quelques clics que le faire par téléphone, où il y a un certain délai d'attente au téléphone. Donc, je l'avais vécu en pratique, que je voyais que certaines personnes qui se présentent, par exemple, les aînés qui habitent seuls, qui n'ont pas un soutien social, qui n'ont pas quelqu'un sur lequel ils peuvent
demander de s'inscrire en ligne. Par contre, on voit des jeunes adultes qui ont eu leur rendez-vous, qui ont eu leur consultation assez rapidement parce qu'ils sont plus habiles de le faire sur Internet. Par conséquent, je vois que certains Canadiens sont désavantagés par rapport à d'autres pour avoir un accès plus rapide aux soins. On se trouve confronté face à de telles situations. La question qui se pose, c'est vraiment comment peut-on rendre justice à ces membres de la population qui sont désavantagés pour avoir accès à certains soins. Parlons un peu de la pandémie actuellement, qui a révélé beaucoup d'enjeux éthiques selon moi, quand par exemple les mesures, les interventions en situation d'urgence sanitaire, où on sait qu'il y a plusieurs mesures prises, la distanciation physique, le lavage des mains, le port des masques et d'autres mesures. Et puisqu'en santé communautaire, là où je travaille en milieu ambulatoire, les personnes sont appelées à se déplacer pour recevoir les soins. Ils sont aussi appelés à se confronter au respect des gestes barrières obligatoires en milieu public. Et dans ma pratique, le défi qui émerge à cause de notre double mandat à l'égard de la santé populationnelle en contexte de Covid et la santé individuelle, parce qu'on voit les gens, une personne à la fois. Lors des visites, on ne peut pas avoir un groupe de personnes. Donc, ça fonctionne comme ça dans notre travail. Donc, à titre d'exemple, quand on soigne les personnes qui souffrent de maladies pulmonaires chroniques, certaines d'entre elles demandent la permission de retirer leur masque durant leur visite ou qui refusent de porter le masque en pensant que le port de masque peut exacerber leurs symptômes, ce qui les pousse parfois à exprimer leur désir même de partir, de ne pas avoir les soins dans le cas où ils ne sont pas autorisés à retirer le masque ou bien à rester sans masque pour faire les soins. Donc, vraiment, il veut qu'on fasse un choix. Le défi rencontré dans ces situations est vraiment, pour moi, je trouve que c'est le maintien entre équilibre vraiment de l'équilibre entre préjudice de ces personnes-là, la non-malfaisance, le risque, le bénéfice pour la communauté-là. Et ce défi en santé publique est un vraiment compromis entre le droit de l'individu, le bien-être collectif. En d'autres mots, je vois que la considération du choix, le besoin de la personne, défendre les droits de refus de port de masque, la justice sociale, considérant que chacun a une part dans les services et santé, tel que le cas évoqué tantôt dans l'article qu'avait évoqué Michael, qu'on voyait que chacun a sa part dans les services de santé. Et autre chose qui se rajoute, c'est notre devoir envers cette personne-là. Tous ces concepts sont à l'opposition parfois au bien-être commun. Donc, considérer le tout ensemble, c'est un défi. Pour compléter, passons un peu à l'échelle mondiale où on parle de vaccination COVID. Actuellement, la santé, l'OMS avait récemment parlé de vaccination. Et est-ce que ça sera vraiment un aspect de discuter? Est-ce qu'on voit une inégalité entre les pays pauvres et les pays versus les pays qui ont de l'argent ou aux riches, ou il y a une égalité vis-à-vis à la vaccination des populations en contexte actuel? Voilà, ce sont des exemples d'enjeux éthiques que j'avais rencontrés dans ma pratique comme infirmière clinicienne en santé communautaire. Merci beaucoup de votre attention. Maintenant, je passe la parole à Michael qui va animer la période des questions. Merci beaucoup, Cindy-Anne. C'était super intéressant. Je suis très content d'avoir entendu la perspective là. Je pense que tu as identifié quelques thèmes qui sont super importants en santé publique, comme certainement l'importance des déterminants sociaux et de
de mettre l'emphase sur l'équité. C'est un des piliers de santé publique, de réduire les inégalités, certainement. Aussi, l'importance de mettre en compte le bien-être des communautés éloignées et de trouver les façons de minimiser les risques qu'on fasse si on n'est pas dans une grande ville, et particulièrement auprès des communautés autochtones. Et toujours un thème dans la santé publique, c'est le conflit qu'on peut se trouver entre les droits individuels et le bien collectif ou le bien commun. Donc, merci beaucoup. On a entre 10 minutes. J'aimerais vous mettre au travail un peu lorsqu'on fait aussi en parallèle une chance pour poser des questions. Mais j'aimerais entendre de tout le monde, si vous êtes confortable à faire, si on peut nommer quelques enjeux qu'on trouve dans la vie professionnelle pour vous. C'est toujours intéressant de voir l'échange sur les enjeux éthiques qu'on trouve au travail. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour identifier un ou plusieurs enjeux éthiques professionnels qu'on trouve au travail? Et en même temps, on peut prendre des questions et répondre. Les enjeux, ça pourrait être détresse morale, ça pourrait être un conflit d'intérêts, ça pourrait être des conflits entre les différentes valeurs qu'on veut protéger ou faire avancer. Ça pourrait être une valeur qui n'est pas suffisamment prise en compte. Tranquille pour le moment. Peut-être on est en train d'écrire, de penser. Conflit de rôle, conflit d'intérêt, regard scientifique. Merci, Louise. Oups. Je travaille dans un centre de contact tracing et les questions éthiques concernant le bien commun et les libertés individuelles, notamment lors de mise en quarantaine ou isolement. Un exemple, une personne doit passer un examen scolaire important avec possibilité de report et un test positif dont la légitimité médicale est en question. Très intéressant. Merci pour ça. Tension entre la rédaction épicène, parfois complexe, et la rédaction excessive ou simple pour les personnes à faible littératie. Oui. On nous a posé des questions au bibliothécaire à l'INSPQ s'il était justifié de restreindre l'accès aux livres prônant l'anti-vaccination en bibliothèque publique. Fascinant. Merci, Roxane. Très bonne question sur le mandat organisationnel et ouverture aux toutes les positions ou comment faire les filtres scientifiques. Liberté d'expression, certainement, particulièrement au sein d'un organisme public. Les questions de comment avancer les buts de santé publique, mais en même temps en respectant les limites organisationnelles. Les soins aux aînés, prise en charge des aînés, la liberté de ceux-ci, l'obligation de vaccination pour tous. Oui, particulièrement ces jours-ci, c'est dans l'air, non? Je suis en train de regarder. OK, pas de questions dans le question. OK.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les contenus du cours en ligne ou d'autres choses? Je suis très content de voir les enjeux éthiques qui ont été identifiés. J'aimerais pas rater une question s'il y en a. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Excuse, j'aurais dû faire ça avant. J'aimerais souligner que vous êtes bienvenus de me faire des commentaires, questions, n'importe quoi après. Et voici mon courriel, mon adresse courriel. Est-ce que le cours propose des méthodes d'animation d'ateliers d'éthique? Bonne question. Non, pas particulièrement. On propose que c'est mieux, si possible, de faire les délibérations éthiques dans un groupe. Et dans un groupe divers, tant mieux, parce que il y a moins de même genre de pensée, même si on a une diversité dans le groupe qui fait une délibération, c'est plus probable qu'on va un peu percer les biais qui pourraient être portés par les gens du même pensée sur le sujet. Très bon point, en tout cas, des méthodes d'animation d'ateliers d'éthique. Une chose qu'on mentionne dans le cadre d'une rétroaction sur un des exercices, on dit que si on est en doute, on peut toujours solliciter quelqu'un pour aider à mener un processus. Si on n'a pas d'expérience en faisant des réflexions éthiques, on peut trouver quelqu'un avec une expérience pour animer un groupe, mais on n'a pas allé plus loin que ça. Mais bon point. Merci. Une délibération, c'est bien oui. Les études de cas permettent de faciliter les délibérations éthiques et l'utilisation de cadres spécifiques. Oui, merci Marianne, c'est vrai. C'est une partie de l'exercice dans le cours en ligne, en module 6. Dans ce cours-ci, c'est plus difficile, mais on invite les gens de faire les délibérations en groupe avec les collègues au travail, si possible. Si plusieurs gens à une direction de santé publique, par exemple, fait le cours, on peut faire les délibérations ensemble aussi. Étant donné le temps, je vais continuer à regarder les commentaires et les questions. Je vais passer le micro à Marianne aussi, parce que nous arrivons vers la fin. Je ne vois pas votre nom au complet, c'est Gaétan. Je demande ça parce que je souhaiterais apporter cette délibération au sein du contact tracing. Intéressant. Fais-moi un courriel, peut-être on peut discuter ça, peut-être explorer un peu les possibilités pour comment apporter. OK, merci. OK, Marianne. Merci Mike pour ta présentation, la présentation de Cindy-Anne aussi. Merci à vous pour votre participation. J'espère que le webinaire vous a plu. L'enregistrement et le PowerPoint sont disponibles sur notre site web et sur le site du CCNMO. On va vous envoyer un courriel à la fin du webinaire avec le lien vers le matériel si jamais vous voulez le référer ou le consulter à nouveau. Avec aussi une évaluation de ce webinaire. Je vous encourage à le remplir. Ça nous aide à améliorer et à bonifier nos travaux, nos webinaires. Et si vous n'avez pas suivi la formation, c'est sûr qu'on vous encourage à la suivre. Plusieurs des enjeux éthiques qui ont été soulevés aujourd'hui peuvent trouver réponse ou des éclairages, en fait, dans les contenus présentés dans la formation. Donc, je vous encourage à la suivre. C'est gratuit. C'est une durée de 5 heures. Donc, sur ce, je vous remercie encore de votre participation puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au plaisir. Merci de nous joindre tout le monde.